Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Roman et histoire. Suite. Je situe mon observation à un niveau qui est celui de l'imaginaire collectif. Hormis le fait que la fiction historique s'attache à quelque chose de réellement vécu, il ne voit pas de grande différence entre le travail de l'historien et celui du romancier. Pour le lecteur, en fait, ces écrits, fondés sur le document historique, produisent une illusion réaliste à laquelle le roman n'ose plus prétendre. On se gardera de confondre les succès de cette discipline rigoureuse qui ne recourt à la fiction qu'en s'appuyant sur la science avec l'énorme production de la littérature historique qui s'est développée depuis quelques années, mais ces progrès et cette vogue correspondent à un même goût du passé et à ce besoin d'identité qui ont caractérisé les années 1970. La biographie, certes, n'appartient pas à la nouvelle histoire, mais bien à l'ancienne. Jadis spécialité anglaise, elle est devenue une production typiquement française qui ne remet pas en cause et n'égale pas toujours le modèle mis au point jadis par André Mauroy. Là aussi, l'illusion bibliographique semble fonctionner à merveille et, dans ce genre, on peut écrire impunément La marquise sortit à 5 heures, avec parfois la caution d'une réalité attestée. La fortune du genre est indubitable, mais il est difficile de distinguer les romanciers biographes tels que Henri Troyat, Pierre le Grand, Catherine la Grande, Alexandre Ier, Pierre-Jean Rémy, Calas, Françoise Mallet-Joris, Madame Guyon, Armand Lano, Maupassant, le bel ami, des biographes professionnels que sont Alain Decaux, Philippe Erlanger, André Castelot. Dans les deux séries, tous styles confondus, la machine fonctionne, à la demande du public ou à la commande de l'éditeur. Mais le genre peut susciter de plus hautes ambitions, comme par exemple chez Claude Manceron, qui, après s'être fait la main sur différents romans historiques concernant l'Empire, s'est engagé dans le cycle des Hommes de la Liberté, 1972, vaste puzzle, une biographie fragmentée, entrecroisée, ressuscitant des personnages célèbres, mais aussi des hommes anonymes qui ont fait la Révolution française. Cette entreprise, une ambition démesurée, à laquelle ne manque ni le souffle ni l'animation, s'inspire évidemment de l'exemple de Michelet. Au journal de ce dernier est emprunté l'épigraphe du premier volume, Les 20 ans du roi, 1972. Méthode intime, simplifiée, biographiée l'histoire, comme d'un homme, comme de moi. En ce qui concerne notre siècle, Jean Lacouture, journaliste et historien, a donné avec son André Malraux, 1973, que vous voyez juste en bas de moi, un chef-d'œuvre de son genre, du genre, et cela du vivant même de son modèle, ironique et compréhensif, le biographe semble relever le défi de son héros qui, à force de mythification ou de mystification, semblait avoir rendu à jamais impossible le récit de sa vie. La biographie entre alors dans l'ère du soupçon, démêle les détours de l'imaginaire, accepte les lacunes de l'information, discerne ces lignes de fiction que comporte toute expérience vécue, mais, plus que tout autre, celle de cet aventurier de siècle. Avec Léon Blum, 1976, François Mauriac, 1978, Pierre Mendès France, 1980, bien plus proche politiquement de la couture, on retrouve cette triple vertu d'investigation, de narration, de composition qui caractérise le biographe. Une même recherche anime Gilles Perrault, dont le succès de librairie ne doivent pas faire oublier les qualités stylistiques et les inventions narratives. Le dossier 51, 1969, représente le tour de force d'un roman réduit à un simple dossier d'archives administratif, sans aucune intervention du narrateur. Comme dans L'Orchestre rouge, 1967, une enquête minutieuse sous-tend La longue traque, 1977. Il s'agit d'un personnage réel, chef de la résistance française, soupçonné d'avoir livré son réseau aux Allemands. Ces narrations complexes, inspirées par la fascination pour les années de l'occupation plus que par la simple mode rétro, débouchent sur d'inquiétantes incertitudes. En revanche, Le Pullover rouge, 1978,
contre-enquête tendant à disculper l'un des derniers condamnés à mort exécutés en France renferme à la fois la critique de toute narration possible d'un événement réel et l'analyse du fonctionnement de la justice. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.